Habitat, santé, service à la personne, financement, la perte d'autonomie peut faire de chaque aspect de la vie un casse-tête. Le résoudre plutôt que d'en faire une fatalité, ça dépend de nous. Cap sur l'horizon 2050, lorsque la France comptera 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. En donnant la parole aux acteurs d'aujourd'hui, nous imaginerons ce dont leur quotidien sera fait. Cette semaine, nous donnons la parole à Antoine Gérard, responsable de la recherche et de Métis, Bernard Jouandin, porteur du projet Coyo, et Denis Piveteau, ancien directeur de la CNSA et co-rédacteur avec Jacques Wolfrom du rapport « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous ». Nous nous interrogerons sur l'avenir des habitats collectifs et nous tenterons, grâce à nos intervenants, de dépasser l'opposition habituelle entre vie solitaire et maison de retraite pour rendre compte des multiples possibilités d'habitat qu'offrira l'avenir aux personnes âgées en perte d'autonomie. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un habitat collectif ? Et quelle différence avec un habitat collectif spécialisé pour personnes âgées ? Réponse d'Antoine Gérard, responsable de la recherche et de Métis. Certains habitats vont se concentrer plus sur la dimension communautaire, d'autres plus sur la dimension participative. Et si on prend par exemple des résidences telles que celles que conçoivent Domitis, on est sur deux axes, un axe très chez soi et un axe très promotion de l'autonomie. L'habitat collectif spécialisé pour personnes âgées, lui, plutôt que la promotion de l'autonomie, il va chercher à éviter la dégradation de cette perte d'autonomie, la promouvoir autant que possible, mais surtout, son cheval de bataille, c'est davantage d'aider la personne à faire ce qu'elle ne peut plus faire seule. Dans un cas, la dimension soins va occuper une large partie des préoccupations. Ça ne sera jamais la seule, mais elle va en occuper une large partie. Alors que dans les autres types d'habitats collectifs non spécialisés dans la dépendance, cette dimension soins va occuper vraiment une très très faible partie. Et bien souvent, elle ne sera pas au sein de l'habitat en tous les cas. Aujourd'hui, si ça évolue, si on a de plus en plus de ces habitats collectifs non spécialisés, c'est parce que les personnes en situation de dépendance sont certes très nombreuses, mais en fait, la dépendance n'est pas le seul problème qui touche les personnes vieillissantes. Vieillir peut amener un certain nombre de contraintes, et les habitats collectifs non spécialisés dans la dépendance vont répondre à un certain nombre de ces contraintes, tandis que les établissements qui vont être spécialisés dans la dépendance, typiquement les EHPAD, ce qu'on appelle aujourd'hui les EHPAD, eux sont vraiment spécialisés dans ces difficultés très, très lourdes et qui nécessitent une aide presque 24 heures sur 24. Si l'habitat collectif spécialisé pour personnes âgées obéit principalement à un besoin en santé, il peut prendre des formes très variées. Bernard Jouandin, porteur du projet Coyo. Quelles sont les alternatives pour ces personnes âgées dépendantes entre le maintien à domicile et les institutions médicalisées ? On peut citer par exemple les familles d'accueil. Elles existent depuis une vingtaine d'années en France. C'est géré par les conseils départementaux. Ce sont des hébergements chez l'habitant qui peuvent recevoir de 1 à 3 personnes et qui s'adressent à des adultes handicapés, des personnes âgées, dépendantes ou non. Les familles d'accueil donc sont principalement fondées par des personnes qui ont une expérience de la prise en charge de publics fragiles. Ça peut être par exemple des anciennes auxiliaires de vie. Et ces personnes, les accueillants comme on les appelle, elles restent disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc aujourd'hui, l'accueil familial est en plein essor. On peut compter à peu près 20 000 places disponibles ou occupées en France. L'accueil familial donc est un mode d'hébergement qui est plus abordable que l'EHPAD, qu'il soit public ou privé. Mais ce mode d'habitat ne conviendra pas forcément à tout le monde, car c'est un choix de vie familiale qu'il faudra quelque part accepter. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'habitat partagé et accompagné ou l'habitat inclusif. Cela peut prendre la forme en fait d'un logement partagé, type colocation. Donc chacun a sa chambre avec sa salle de bain et partage des espaces communs. Ou ça peut être aussi plusieurs logements regroupés avec des espaces communs adaptés aux besoins des habitants. En général, ces ensembles sont à taille humaine, donc 6, 8 logements, sont situés en cœur de bourg, comme on dit, proche des activités, des commerces et des transports. Les habitants donc, qui vivent en proximité, c'est comme en colocation, partagent donc des espaces multiples, ça peut être une cuisine, une salle à manger, et ou pas des services qui impliquent en fait l'intervention d'accompagnants professionnels. Ces modèles existent en Allemagne depuis longtemps maintenant.
On peut en compter plusieurs milliers. Et en France, c'est tout récent. On estime entre 200 et 300 structures, et majoritairement pour des adultes handicapés. Des familles d'accueil et des habitats partagés? Oui, et ce n'est pas tout. Denis Piveteau, ancien directeur de la CNSA. Vous avez alors d'autres dispositifs qui sont d'ailleurs assez anciens, ce qu'on appelle les résidences autonomie, on appelait ça autrefois des foyers logements, pour des personnes ayant plus d'autonomie, voilà, étant plus en capacité de gérer leur quotidien. Donc, elles ne sont plus chez elles, mais elles peuvent reconstituer dans une résidence autonomie, dans un studio, un ensemble qui leur permet d'habiter vraiment chez elles, une vie relationnelle avec de l'animation des services de tous ceux qui habitent dans la même résidence autonomie. Là, c'est une centaine de milliers de places à peu près. Et puis, plus récemment, enfin plus exactement, avec une structuration qui est plus récente, qui date il y a quelques années, ce qu'on appelle maintenant les résidences services seniors, qui existent depuis très longtemps, sous des formes de copropriété ou sous des formes locatives, mais dont la structuration législative est intervenue avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015. Et donc là, c'est du logement avec service. Ce sont des personnes également assez autonomes et dans des tranches de revenus qui sont plutôt des revenus intermédiaires et supérieurs. C'est le logement, il y a des services offerts en quelque sorte en même temps qu'on habite dans une copropriété ou dans un ensemble locatif. Mais il s'agit donc d'un mixte logement-service. Et donc tout ça donne le paysage tel qu'il est aujourd'hui et avec la nécessité d'y insérer, et c'est un des grands enjeux d'avenir, quelque chose qui soit porteur, je dirais, d'une autre approche du collectif, pas simplement, pas un hébergement comme en EHPAD, pas simplement une commodité de service comme dans les résidences services seniors, mais un collectif de plus petite taille, de gens qui ont fait le choix de vouloir vivre ensemble. Autrement dit, la vie ensemble, c'est un choix, et même dans certains cas, c'est un choix identifié, c'est-à-dire qu'on a pu vouloir à plusieurs partager un bout de vie ensemble, on se connaît, et en quelque sorte, ce qui est central, c'est le projet de vie social et partagé, c'est le projet de vivre ensemble. Le toit n'en est au fond que le toit, l'hébergement, le fait d'être dans un même lieu n'en est que la conséquence. Alors ça, c'est plutôt porté par des petites structures, des petites associations, quelquefois rattachées à des plus grands réseaux. Alors aussi bien dans le champ associatif, vous avez des grands réseaux comme, alors on ne va pas en oublier, mais enfin notamment les Petits Frères des Pauvres, Monsieur Vincent, des collectifs qui animent des associations locales permettant à plusieurs personnes de partager ensemble un espace de vie. Et en général, c'est une dizaine de personnes, donc c'est des choses beaucoup plus petites que les résidences services seniors ou les résidences autonomie. Et puis vous avez des groupes privés aussi qui se portent sur ce champ. Vous avez notamment le groupe Corian avec sa filiale qui est AGVI et qui développe ce type d'habitat. Les habitats collectifs sont donc légion, tout comme leurs multiples atouts qui les caractérisent. Bernard Jouandin, porteur du projet Coyo. Le premier atout par rapport à l'habitat individuel, je dirais, c'est l'accessibilité financière. Car tout le monde n'a pas forcément les ressources financières pour mobiliser des aides à domicile et donc rester chez soi. Le deuxième, ça peut être d'aider et soulager les aidants. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs millions de personnes adultes qui apportent en fait une aide régulière à un proche aidé à domicile. Donc ce type d'habitat peut soulager les personnes aidants. Un autre atout, c'est que l'habitat partagé répond à des attentes sociétales, notamment le fait de chacun de rester acteur de ses choix de vie, et quel que soit son âge et bien sûr sa situation. Et dernièrement, un autre atout, c'est que cette forme a aussi un caractère de prévention. C'est peut-être en fait une réponse à la situation d'isolement relationnel, car il ne faut pas oublier que cet isolement touche beaucoup de personnes, notamment des plus de 75 ans, et que le repli sur soi qui l'accompagne est l'un des facteurs de risque d'entrée en dépendance. On peut noter un autre caractère de prévention qui, en apportant un soutien et donc un accompagnement adapté aux besoins des personnes âgées, notamment avec l'implication d'interventions extérieures des professionnels,
cette forme d'habitat peut permettre d'éviter ou au moins de retarder une entrée en établissement. Autant de qualités qui permettent à tout un chacun de rester maître de sa vie et de s'inscrire dans un rapport à l'autre qui se veut inclusif et constructif. Denis Pifto, ancien directeur de la CNSA. Aujourd'hui, toutes les études qui très très convergentes sur ce que signifie bien vieillir, ce que signifie ne pas maltraiter, la lutte contre la maltraitance ou la promotion de la bientraitance, tournent autour d'un seul objectif qui est de créer de l'autodétermination, de permettre aux personnes de choisir leur vie et de rester utiles. L'autodétermination, ce mot un peu lourd, un peu compliqué, c'est d'abord de comprendre que on ne vieillit bien et on est bien traité que si on peut continuer de faire des choix, même lorsqu'on a des déficiences physiques ou intellectuelles, et qu'on garde une utilité pour son entourage, pour son voisinage, pour les gens avec qui on est en relation. Et au fond, il faut arriver à construire un habitat qui concours, qui appuient, qui soutiennent cette autodétermination des personnes. C'est ça le grand pivotement des dernières années, faire entrer les politiques d'habitat dans une dynamique de choix et d'utilité sociale tout au long de la vie et jusqu'au bout de la vie. Véritable projet de vie, les habitats collectifs pourraient offrir une véritable alternative face à un dilemme bien connu du grand âge. Vivre isolé chez soi ou vivre loin des siens dans une institution médicalisée. Antoine Gérard, responsable de la recherche et de Métis. On a une sorte de vague de fond sur notre secteur qui est la multiplication des alternatives d'habitat pour personnes âgées. On va avoir vraiment une émergence de nouveaux lieux du vieillir. Ça, c'est une première réalité qu'on assiste déjà aujourd'hui, mais elle est balbutiante. Et puis, il y a la spécialisation des EHPAD dans la grande dépendance. Cette spécialisation, elle est accrue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de sortir de cette dichotomie, d'un côté des établissements pour personnes âgées très dépendantes, et de l'autre, le domicile, assez inadapté dans certains cas où vieillir apporte trop de contraintes. Parce que en fait, cette vision dichotomique ne correspond pas à l'ensemble des besoins qu'ont les personnes qui vieillissent. C'est cette évolution qu'on est en train de voir assister qui doit s'amplifier. Et puis, ce que ça permet, en fait, cette évolution un peu démographique qui nous pousse là, c'est qu'on va se rendre compte de la diversité des besoins qui sont liés à l'avancée en âge. Aujourd'hui, si on a principalement le modèle de l'EHPAD, c'est parce qu'on estime que le principal besoin des personnes vieillissantes, c'est de faire face à leur dépendance. À l'avenir, demain, et aujourd'hui déjà, mais demain de plus en plus, on va prendre compte peut-être pas l'entièreté, mais en tout cas de plus en plus de besoins que connaissent les personnes vieillissantes. En fait, dans leur immense majorité, et bien que les personnes craignent la solitude, les personnes âgées ne veulent pas vivre en collectivité. C'est très contre-intuitif parce qu'on se dit que c'est un habitat collectif, donc ils vont vouloir vivre en collectivité. On en a bien sûr certains qui veulent vivre en communauté, et ceux-là vont faire le choix de petits habitats communautaires dans lequel il y aura vraiment une communauté qui va se fermer. Mais pour la plupart des personnes, ce n'est pas ça leur aspiration. Leur aspiration n'est pas de vivre dans cet espace collectif. Seulement, l'habitat collectif est une réponse intelligente à un certain nombre de besoins qu'ils ont. Des besoins de sécurité, des besoins de facilité, des besoins de convivialité. Et si on prend un exemple très concret, vous pouvez équiper votre logement d'une alarme anti-intrusion, vous pouvez mettre un détecteur de fumée, vous pouvez vous équiper d'un bracelet d'alerte en cas d'urgence. Mais si finalement, ce qui est votre inquiétude, c'est qu'un professionnel puisse intervenir très rapidement lorsque vous déclenchez cette alerte, ça, il n'y a qu'un habitat collectif qui va pouvoir avoir ce niveau de réponse. Vous ne l'aurez jamais à domicile. Ça ne veut pas dire qu'un modèle est mieux que l'autre. Ça veut juste dire qu'en fonction des besoins, des envies, des ressources des personnes, il faut que l'habitat s'adapte à la personne, que la personne choisisse là où elle a envie de vieillir, comment elle a envie de vieillir, en fonction de là où elle en est aujourd'hui. On pourrait donc imaginer qu'il y a autant de types d'habitat qu'il y a de choix de vie et de rapports différents à la vieillesse. Ce que nous confirme Denis Pifto, ancien directeur de la CNSA. La grande diversité de projets qu'on rassemble autour de la notion d'habitat partagé doit répondre à des choix. Il s'agit en réalité d'offrir une plus grande palette de choix. Et donc, de ce point de vue, on ne peut certainement pas l'insérer
dans un processus de vie qui serait, je dirais, structuré, normé, même indicatif. Il s'agit simplement de s'assurer que dans la diversité des aspirations qu'on peut avoir à un moment donné de sa vie, on peut trouver moyen de les concrétiser toutes et qu'on puisse, si c'est possible et souhaiter, rester dans son logement historique et y vivre une vie peut-être plus solitaire, mais qu'on a choisi, que des personnes qui souhaitent être hébergées collectivement dans un environnement très soutenant, très organisé, qui se sécurise de cette façon-là. Et ce choix, et aujourd'hui il existe, ce sont les EHPAD, les dispositifs du même type. Et puis être en capacité d'offrir un autre choix qui n'est ni l'un, ni le premier, ni le second, et qui est le fait d'avoir quand même un chez-soi, donc d'être logé dans quelque chose qu'on peut considérer comme chez-soi, mais en ayant fait le projet, parce qu'on le souhaite, de partager, d'avoir du commun, de pouvoir mettre en commun un peu de temps. C'est les anciens béguinages dans le nord de la France répondaient à ça. C'est on met en commun des espaces et du temps, prendre des repas ensemble ou d'avoir une pièce de loisir, un salon, une salle à manger en commun. Dès l'instant que ce choix est fait, il n'y a aucune raison d'en faire un segment qui consisterait à occuper ces lieux entre deux âges ou tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau de perte d'autonomie. Rien n'empêche, et d'ailleurs la vie familiale avec des personnes très âgées le prouve, rien n'empêche de vivre jusqu'au bout, jusqu'au jour de son décès, dans un environnement de vie à plusieurs, y compris avec de très fortes pertes d'autonomie, tant que ces pertes d'autonomie, physiques ou cognitives, n'empêchent pas la vie en commun. Et donc le critère qui fait que ces habitats pourrait ne pas accompagner jusqu'au bout une vie âgée, c'est pas un critère de perte d'autonomie, de niveau de dépendance. C'est simplement la question de savoir si, compte tenu des capacités en général essentiellement cognitives, la personne peut continuer de participer à un cercle de vie, à un petit cercle de vie. Et donc, il ne s'agit pas d'insérer un élément de parcours qui serait comme une étape nécessaire et obligée. Il s'agit de diversifier le champ des possibles et d'offrir quelque chose qui peut tout à fait accompagner des personnes âgées jusqu'à la fin de leur existence, si ça reste leur projet. Intéressons-nous à la Maison Coyot, un concept d'habitat en locatif pour les personnes âgées de 55 ans et plus, avec Bernard Jouandin, porteur du projet Coyot. Le projet Coyot souhaite donner la possibilité aux personnes âgées qui sont dans une volonté de mobilité résidentielle de choisir où elles veulent habiter et avec qui elles veulent vieillir. Et cela, loin de la marchandisation de la vieillesse. Nous nous inspirons d'un modèle qui a fait ses preuves et fonctionne en Belgique depuis plus de 15 ans. C'est le modèle Abbeyfield. Et donc, le projet Coyot est d'adapter, de développer ce concept en France. Le projet Coyot et la maison Coyot est ce qu'on appelle aussi un habitat inclusif au sens de la loi Elan. C'est un habitat en fait qui garantit l'autodétermination des habitantes et des habitants. La maison est autogérée par les habitants. Ils se répartissent entre eux les charges nécessaires au bon fonctionnement de la maison. Deuxièmement, c'est un habitat qui est intégré et associé à son quartier. Donc, nous prenons le temps pour comprendre le territoire, ses problématiques, sa sociologie, pour rencontrer aussi et puis échanger avec toutes les parties prenantes, que ce soit les collectivités, les associations. Notre projet, la maison, en fait, répond à une problématique locale et l'habitat est livré clé en main aux habitants. C'est un habitat aussi qui est accessible socialement et financièrement au plus grand nombre. Socialement, car l'un de nos objectifs est de démocratiser le principe d'habitat participatif en l'ouvrant à de nouveaux publics qui sont non initiés, pas intéressés, mais intéressés à ces nouveaux modes d'habiter, et à commencer évidemment par les personnes âgées pour qui l'habitat partagé favorise le maintien à domicile. Également, c'est un habitat qui est accessible financièrement car nos locataires pourront accéder à des logements à loyer modéré. Développer l'habitat collectif, c'est aussi repenser les politiques publiques pour être au plus près des besoins des personnes. Denis Pifto, ancien directeur de la CNSA. Un des grands enjeux, c'est d'arriver à changer de logiciel et comprendre que, puisqu'il s'agit de respecter des choix et des envies d'autonomie des personnes jusqu'au terme de leur existence,
Il faut cesser de penser des politiques en créant des boîtes nouvelles, en disant à côté de la boîte EHPAD ou de la boîte résidence-service ou de la boîte résidence-autonomie, on va créer une nouvelle boîte dont on va donner un nom et ceux qui veulent y rentrer, y rentreront. Il s'agit d'accompagner des formes aussi diverses que possible, en propriété, en copropriété, dans le locatif ordinaire, dans le logement social, dans toutes les formes d'habitat qu'on peut imaginer, de vie chez soi, avec des partages de vie qui peuvent être plus ou moins denses, très occasionnels ou au contraire très réguliers, avec des espaces dans lesquels on prend des repas en commun, avec tout le spectre que ça peut représenter. Et ça peut pas se mettre dans une boîte, ça peut pas être une catégorie. Voilà. Et donc il faut arriver à transformer des modes d'action publique qui ont toujours été bâtis sur le schéma je vous définis un type de structure et je décide si vous en remplissez les conditions ou pas. On est donc le schéma de la boîte en quelque sorte, dans un schéma qu'on pourrait appeler celui de la boîte à outils. Voilà votre désir, il est ce qu'il est, à plusieurs, vous avez envie de bâtir quelque chose, qu'est-ce qui vous manque ? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut dans l'arsenal de la réglementation du travail, de la réglementation de l'urbanisme, des aides à la construction, des aides aux services, ou est-ce qu'il manque quelque chose ? Et dans le rapport que nous avons rendu au Premier ministre en juin 2020 avec Jacques Wolfrom, nous avons délibérément pris cette approche de la boîte à outils. Ne créez pas une catégorie nouvelle. Demandez-vous ce qui manque à ceux qui veulent faire quelque chose. Il y a 4 enjeux très concrets. Il faut pouvoir s'ancrer dans des politiques territoriales, locales, ça partira du local. Donc c'est autour des maires, des établissements publics de coopération intercommunale, intercollectivités, de projets de centre-ville que se bâtiront ce genre de projets. Il faut faire émerger un métier nouveau, le métier que nous appelons de porteur du projet partagé, autrement dit, le métier de soutien, d'accompagnement à des projets qui sont tous différents, mais qui peuvent pas être bâtis par les destinataires eux-mêmes, qui en général n'en ont ni le temps ni les ressources, je dirais, de compétences et de capacités, parce qu'il faut mettre bout à bout du service, un aménagement de logement, de la gestion de vie partagée. Donc, les porteurs du projet partagé qui vont l'accompagner de la phase d'émergence à sa phase de vie et même dans la durée, parce que les personnes peuvent déménager, décéder et se voir remplacées par d'autres. Donc, il y a un nouveau métier qui est un peu un métier de service, mais c'est un service qui consiste à se mettre au service d'une envie de vie partagée à plusieurs. Et il faut avoir, troisième enjeu très important, un environnement soutenant. C'est-à-dire que un projet de ce type, si vous voulez, c'est à la différence d'un EHPAD, vous n'intégrez pas l'ensemble des besoins sanitaires, notamment à l'intérieur même de la structure. Et donc, il faut pouvoir prendre appui sur un réseau sanitaire et médico-social ordinaire. Il faut se garantir d'un environnement de service, de lien avec les réseaux soignants, avec le réseau médico-social. Donc ça, c'est un travail qu'on peut attendre des agences régionales de santé et des conseils départementaux. Et puis, dernier point, il faut faire connaître. Il y a un enjeu de prise de conscience qu'il existe autre chose que l'alternative étroite, enfermante, quelquefois un peu déchirante, entre rester chez soi, là où on a toujours vécu, mais où on ne peut plus vivre et où on est très très seul et beaucoup trop seul, et l'hébergement collectif dans lequel on n'a ni forcément besoin, ni forcément très envie d'aller. Enfin, développer l'habitat collectif, c'est aussi proposer des formations adaptées aux professionnels pour permettre d'accompagner au mieux ses habitants. Antoine Gérard, responsable de la recherche Edomitis. L'enjeu pour réussir à répondre correctement aux besoins des personnes consiste à outiller les professionnels. Moi, je suis vraiment obsédé par la capacité des professionnels à faire correctement leur travail. Et cette nécessité d'outiller les professionnels, cette nécessité que les professionnels soient en capacité de faire face aux situations qu'ils doivent faire face, nécessite de travailler sur la formation, sur leur charge de travail, sur leur détresse psychologique quand elle arrive. Et si demain on assiste à la multiplication des habitats collectifs, alors il faudra rester très vigilant quant au niveau d'exigence que cette multitude d'employeurs aura concernant les professionnels. Il ne faut pas qu'on arrive avec des établissements à plusieurs vitesses parce qu'on aura laissé à l'employeur
toute liberté de choix du professionnel et notamment de non-formation du professionnel. Aujourd'hui, ce qui va vraiment faire la différence, il me semble, entre un habitat et un autre, c'est la qualité de formation du personnel, que ce soit de la formation initiale, mais plus que de la formation initiale, c'est vraiment la formation continue. C'est comment l'habitat collectif permet aux équipes de faire face aux situations nouvelles, permet d'évoluer, permet de prendre du recul, de la hauteur sur les situations. Comment ils progressent, ça c'est vraiment un point important. Et pour moi, les pouvoirs publics, s'ils doivent permettre l'émergence de ces habitats collectifs, ils doivent garder une certaine vigilance quant au fait que les personnes qui y travaillent aient les outils pour faire correctement leur travail. Et moi, c'est plutôt sur ce domaine-là que je pense que les pouvoirs publics peuvent contribuer. De quoi l'avenir de l'habitat collectif, en ce qui concerne les personnes âgées dépendantes, sera-t-il fait ? Il s'agira d'une offre plurielle, où la variété des besoins et des aspirations au grand âge appellera à une variété égale de solutions d'habitat. Les Français de 35 à 55 ans que nous avons interrogés dans le cadre de notre enquête en 2021 ne sont pas opposés à l'idée des habitats collectifs. 26% d'entre eux opteraient pour une résidence senior. Ce sera donc un choix centré sur l'autodétermination de la personne, car quelles que soient ses situations, c'est la préservation de ses possibilités, de son autonomie physique, cognitive et sociale que permettra son lieu de vie. À l'image de l'autonomie de la personne, les solutions d'habitat relèveront de plus en plus de projets indépendants et collaboratifs qui se développeront à la faveur de politiques publiques. Politiques publiques qui se concentreront sur l'ouverture de possibilités plutôt que sur la délimitation de concepts. Faire de ce futur une réalité, ça dépend de nous.